Donc, le mot rage convoque la bestialité, la sauvagerie, la folie, la furie. La rage est une passion violente que l'on a pour quelque chose, c'est la définition du CNRTL. Le discours des patientes souffrant fortement de leur cycle menstruel donne à entendre un sentiment d'injustice, d'incompréhension, d'impuissance face à la répétition et un constat de désolation. Comment penser la construction du féminin pour enrayer la libido qui nourrit cette passion violente qui gît au creux des entrailles du moi de la femme? À partir de quelle source hémorragique la libido qui circule au sein de l'appareil psychique a-t-elle pris la forme d'une souffrance prémenstruelle? Telle est la question qui m'anime lorsque je reçois des patientes et des psychanalysantes dont le motif de consultation est « mes règles » ou « mon cycle prémenstruel ». Le syndrome et troubles dysphoriques prémenstruels sont deux appellations issues des travaux de médecine générale et d'endocrinologie et de la littérature psychiatrique. Ces signifiants et leurs sigles, SPM et TDPM, ont infiltré le discours sociétal. Syndrome et troubles dysphoriques prémenstruels sont devenus symboles des revendications féminines à la suite d'expériences médicales au cours desquelles les patientes ont eu le sentiment de n'être ni écoutées, ni entendues, ni vues, ni prises au sérieux. Mais le discours sociétal revendicateur joue aussi un rôle de catalyseur qui aboutit à la rencontre avec un clinicien. Dans le même registre que la plainte ou le symptôme, cette revendication recouvre une souffrance de l'être humain. Cette souffrance ne peut être traitée dans le cadre de la consultation médicale, car celle-ci accueille le corps en tant qu'objet de soins médicaux, et non en tant que scène corporelle des signifiants. Dans la littérature médicale, il est avancé que l'article publié en 1931 par le gynécologue américain Robert Frank sur les causes hormonales de la tension prémenstruelle a ouvert la voie de la recherche en faveur de la souffrance prémenstruelle rapportée par les femmes. L'appellation syndrome prémenstruel vient de Raymond Green, médecin endocrinologue, et de Katharina Dalton, médecin généraliste, tous deux auteurs d'un article dans le British Medical Journal en 1953. Ils sont les créateurs du nom de syndrome prémenstruel, tout en reconnaissant l'imperfection, car les symptômes observés n'apparaissent pas uniquement durant cette phase. Dalton et Green ont laissé à l'avenir et à leurs successeurs l'élucidation des causes de ce syndrome qui permettrait d'en ajuster la classification d'une manière plus adaptée et plus pertinente. Cette corrélation entre la souffrance psychique et corporelle de la femme et son utérus n'est pas sans rappeler les travaux de Jean-Martin Charcot, qui pratiquait des compressions ovariennes auprès des hystériques, et déjà avant lui les travaux d'Hippocrate sur les conséquences psychiques d'un écoulement de sang empêché, ou aussi d'Arrêté de Cappadoce, médecin grec qualifiant la matrice, l'utérus, à, je cite, un animal dans l'animal. Fin de citation, vagabond et responsable selon sa migration des symptômes corporels de la femme. Cette théorie imaginaire surgit encore aujourd'hui dans le discours des patientes lorsqu'elles qualifient leur cycle menstruel de monstres prenant le dessus sur elles, sur leur cerveau, sur leur corps, sur leur personnalité. Grâce à la théorisation de Fernando de Amorim, nous pouvons repérer, en tant que cliniciens, la source qui abonde en libido ces sillons marécageux. Donc, ce sont les organisations intramoïques. Sous le joug de la pulsion de destruction, le moi est pris d'assaut et ne se reconnaît plus. Au fil des séances, grâce à la méthode de la libre association, la séduction via les signifiants prémenstruels, hormonal, dysphorique n'opère plus. La voie du symbolique réemprunté réduit l'apport libidinal dans la jouissance et l'angoisse diminue. Le charme aliénant perd doucement de sa splendeur pour révéler sa fonction, celle d'étouffer la souffrance dans une temporalité bien circonscrite. Il cède et vient révéler un mal-être généralisé et daté de la prime enfance.
Rejaillissent alors les expériences infantiles d'humiliation, d'impuissance et de peur. Ainsi, alors même que ces femmes souffrent depuis des années de leurs règles ou de leur cycle menstruel, la reconnaissance de leur souffrance dans un premier temps et l'association libre dans un deuxième temps permettent un apaisement notable dans la traversée de leur cycle, et particulièrement des périodes précédant leur menstruation. Il n'est plus question d'une causalité hormonale, mais d'une concomitance entre l'arrivée des règles et la souffrance psychique. Comment l'expliquer ? Amorim écrit « Quand le moi fait usage du désir de l'autre non barré, il construit des fantasmes, des délires ou des hallucinations pour construire sa réalité, à savoir sa lecture du réel. Dans le cas de ces patientes qui souffrent de leur cycle menstruel, la plainte est justement de souffrir du réel de leur corps, des fluctuations hormonales. Le sentiment d'injustice et la revendication offrent la révélation de leurs motions hostiles envers les hommes, mais aussi envers les femmes, détenteurs de rien ou d'autre chose. À partir de ce discours, en psychanalyse, peut naître la reconnaissance d'un fantasme, puis sa traversée, pour la construction de sa position subjective. Dans cette position de sujet, qui implique une position féminine, le moi est dégonflé, et de ce fait les lectures imaginaires, symptômes, fantasmes, délires ou hallucinations, ne sont plus nourries et n'entravent pas l'existence de l'être. Le moi de la femme qui souffre à l'arrivée des règles, épris d'une rage sans nom, procède à une destruction généralisée dont les conséquences ne sont autres que son propre esseullement. C'est ce qu'Amorim théorise comme étant l'œuvre des organisations intramoïques, l'autre non barré et la résistance du surmoi. Elles assaillent et châtient le moi. C'est une vengeance qui sévit à l'intérieur de l'appareil psychique, qui s'est retournée contre le moi. L'emprise, les humiliations, les maltraitances, les frustrations, les mauvais traitements, des grands autres non barrés vécus par ces femmes dès le plus jeune âge, entraînent la haine, la rage, le dénigrement, l'hostilité redirigée contre elles-mêmes. Cela se matérialise par des pensées négatives, des idées noires, des actes d'automutilation ou des tentatives de suicide. Grâce à la libre association, grâce à la technique du tour du 180 degrés, ces affects sont réactualisés et associés à un petit autre. Au départ, ce sont les hommes qui trinquent. Le conjoint, le responsable, le passant, le séducteur, l'oppresseur, le médecin. L'injustice que suscite le mal-être, traduit comme étant la conséquence des menstruations, de l'existence de l'utérus, d'un corps de femme et d'être femme, prend pour cible les hommes qui, eux, ont rien, alors que ces femmes qui souffrent ont, elles, quelque chose. Bien que cette technique de la nomination permette de constater que les premiers prénoms pour dire la haine sont ceux des hommes, le Penisnight se décline aussi auprès des femmes. Collègues, supérieurs hiérarchiques, amis, mères, sœurs, voisines. Car ce phallus imaginaire n'est pas l'apanage des hommes, il peut se matérialiser par d'autres attributs auprès de n'importe quel sexe. Ce quelque chose qu'elles ont et que les hommes n'ont pas crée un langage poétique dans la logique phallique du moi de la femme qui se vit démunie. D'une part, elles ont quelque chose, et d'autre part, elles n'ont pas ce que les hommes n'ont pas. Le manque n'est pas présent, il ne s'inscrit ni dans la possession de quelque chose, j'ai mal, ni dans l'absence d'avoir rien. Ainsi, par ce prisme où, je cite Amorim, la libido est au service de l'aliénation du moi dans le fantasme, mais encore faut-il en passer par la reconnaissance du fantasme, ni la femme, ni l'homme ou l'autre n'effleure le manque, ce qui retient à distance la possibilité de castration symbolique, la construction d'une position subjective d'être femme, c'est-à-dire une position autre, qui ne prend pas pour prémisse un rien détenu exclusivement par l'homme et convoité. Ce rien que l'homme a ne relève pas de l'objet rien tel qu'Amorim le théorise, un objet qui se construit à la sortie de la cure psychanalytique, un phallus symbolique, et sa sortie d'une position féminine. Ce rien que les hommes ont est, pour ces femmes qui ont quelque chose, un phallus imaginaire, l'expression du complexe et du fantasme de castration, non encore traversé. Ce rien qui tient lieu de phallus imaginaire semble s'établir comme une réponse au rien de l'incertitude qui bouleverse le moi.
Cette incertitude réactiverait la trace psychique du moment princeps où il n'y avait rien, précipitant alors les constructions imaginaires du moi pour penser son impuissance. Seule la vision du sang met un terme à l'incertitude. Alors, c'est le soulagement, l'euphorie. Le rien de l'incertitude se trouve rempli par la vue du sang. Ces discours qui servent le Penisneid prennent la forme de nombreuses revendications qui exigent réparation. Le moi exige réparation. Les revendications naissent du sentiment ou du fantasme d'avoir été lésé. Dans la logique fantasmatique de l'avoir, seule la construction du féminin semble permettre une voie de sortie, une voie d'entrée où il n'est plus question d'avoir rien ou quelque chose, mais d'exister en tant que sujet et non plus en tant qu'avorton. Par structure ou par fantasme, il y a un refus de manquer, de rien ou d'autre chose. La construction d'une position féminine évacue la revendication phallique et donc la convoitise du phallus imaginaire, puisqu'il n'est plus question du veau d'or, mais d'un rapport apaisé avec le réel et d'un amour entre l'être et le moi. Merci.